Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Jardins de la Culture. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour présenter Katia Hassen, c'est une écrivaine toulousaine. On la présente tout de suite. J'ai été journaliste à Alger. J'ai débuté ma carrière au journal Horizon, puis ensuite j'ai été membre fondateur du Soir d'Algérie. Et donc j'étais journaliste, chef de rubrique au Soir d'Algérie, et je touchais un petit peu à toutes les rubriques et à de nombreux thèmes, social, culture, et je tenais la rubrique de communication. Et la rubrique femmes. D'accord. Voilà en gros, en quelques mots, mon parcours. Que ce soit dans Jusqu'au bout des flammes ou Le destin de Nariman, les deux histoires sont fictives. C'est-à-dire que ce n'est ni autobiographique, ni rien du tout. C'est des personnages, j'ai inventé une histoire. Mais autour de cette invention, il y a des faits réels. Le chômage ou la recherche d'emploi dans Jusqu'au bout des flammes, ou alors la maladie d'Alzheimer ou l'explosion de l'usine AZF dans Le destin de Nariman, ce sont des faits réels. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, c'est-à-dire mon métier de journaliste, il y a quand même un impact de mon métier de journalisme dans mon écriture, mais quand même l'écriture est différente. Alors, justement, écrire un article journalistique, c'est complètement différent que d'écrire un roman. Ça, je suis bien placée pour vous le dire, hein, ça c'est certain. Alors, justement, oui. Maintenant que vous êtes passé donc de l'autre côté, du côté écrivain, on va parler un petit peu de ces romans. Alors, on va montrer déjà le premier. Je propose de le montrer un petit peu devant la caméra. On va remonter un tout petit peu. Comme ça, là. Voilà, parfait. Voilà. Alors, donc ça, c'était votre premier qui s'appelle Le destin de Nariman. Alors, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Expliquez-nous un petit peu l'histoire et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre-là? Comme je suis moi très penchée sur le social, parce que dans ma biographie, là, j'ai oublié de vous dire que j'étais engagée dans le bénévolat. Notamment, par exemple, j'ai créé des ateliers de lecture dans des maisons de retraite, enfin dans des institutions pour personnes âgées. Et Nariman, donc ce social-là, c'est-à-dire ma vocation pour le social, quand même se sent dans mes romans. Alors le destin d'Nariman est l'histoire d'une jeune femme. Là, c'est une héroïne. Dans Jusqu'au bout des flammes, c'est un héros. Oui. Alors c'est deux romans complètement différents, mais ils sont quand même reliés par ce social-là. Voilà. Alors Nariman, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est, elle aussi, qui se retrouve un jour, qui perd ses parents et qui se retrouve sans emploi. Et elle est confrontée, c'est-à-dire ce problème toujours quand même de chômage l'amène à une situation un petit peu très précaire, et là, de là va découler un destin un petit peu, voilà, elle va être confrontée à elle va être, confrontée à la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, je vais le dire, son second mari va avoir la maladie d'Alzheimer. Ensuite, avec son troisième mari, ce sera l'explosion de l'usine AZF. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme. Mais je dirais le destin de Nariman est une intrigue. Il y a une intrigue. C'est-à-dire que les personnes qui aiment bien le policier, par exemple, peuvent facilement aimer le destin de Nariman. Voilà, ça se rapproche plus du policier que Jusqu'au bout des flammes, qui est un parcours. Oui. Bon, on va parler maintenant du deuxième. On va reposer celui-ci et prendre le deuxième pour le montrer à l'écran. Parfait. Alors, donc ça, celui-ci est beaucoup plus récent puisqu'il est sorti fin novembre. Oui, il devait sortir en décembre. Il devait sortir en décembre, avancé. Pour une fois qu'un livre sort plus tôt, on va s'en féliciter. Voilà. Alors, pareil, pour parler un petit peu de celui-ci, un peu comment l'idée vous est venue? Est-ce que finalement c'est tiré d'un personnage que vous auriez connu ou comment est venue cette histoire et cette envie d'écrire sur ce sujet-là en particulier? Voilà, je vous dis, c'est tiré, moi mes héros ou mes héroïnes sont tirés c'est un peu tout le monde. Voilà, il n'y a pas un personnage précis. Voilà, Nariman représente beaucoup de femmes. Peut-être toutes, peut-être que de nombreuses femmes vont se retrouver en Nariman, et Méziane, c'est la même chose. Et Méziane, de nombreux jeunes gens, ou même des femmes, peuvent se retrouver à travers ce héros. On m'a posé plusieurs fois la question suivante: est-ce qu'il m'est facile de me mettre dans la peau d'un homme? Moi je dis oui. Dans ce cas-là, oui. Voilà, dans d'autres cas, peut-être pas. Mais dans le cas du chômage, je pense que il est très facile de mettre... En fait, là, je me mets dans la peau d'un chômeur. C'est pas d'un homme ou d'une femme. Justement, voilà. On va parler un petit peu
l'histoire de ce livre. Voilà, oui. Donc, en fait, c'est un jeune homme à la base qui vit en Kabylie, voilà. en Algérie. En Algérie, absolument. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette région. Oui. Donc, qui vit en Kabylie, qui est un peu tiraillé entre les traditions kabyles et puis aussi cet aspect de volonté de modernisme que veut un petit peu l'Algérie. Tout à fait. Ouais. Il est marié de force à... Il n'est pas marié. Il n'est pas marié? Il n'est pas marié. Pardon. Il est fiancé. Ah voilà, fiancé. Il ne l'épousera pas. Ouais. Il est fiancé. Il est fiancé voilà, de force. Voilà. Et donc il veut changer un petit peu ce destin-là. Exactement. Et il rencontre sur Internet une jeune Française. Donc voilà, il part un petit peu à l'aventure. Alors voilà. Oui. Et il part à Toulouse. Voilà, pour les Toulousains sauront que la seconde partie de l'histoire se déroulera à Toulouse. Alors donc un peu de concepts dans ce livre. Le premier plus sur la jeunesse kabyle et un petit peu alors, les problèmes qu'il rencontre. C'est la jeunesse kabyle, c'est surtout le problème de l'intégration qui est soulevé dans ce livre, hein, et de la recherche d'emploi. C'est le chômage et l'intégration. Voilà, c'est le thème clé. Le thème clé, c'est un hymne, mais à côté de ça, c'est un hymne à la vie, à la persévérance, ça incite à la persévérance, à l'endurance et le courage de Méziane qui sera récompensé. Alors, voilà, en gros. Voilà, celui-ci donc vient de sortir il y a pas très longtemps. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à peut-être un prochain livre, un prochain thème qui vous plairait? Tout à fait, je suis en train d'écrire d'écrire mon roman suivant, mon 3e roman. Et je suis au 72e feuillet sur ordinateur. Voilà. Pour sans trahir de grands secrets, quel sera à peu près le thème principal développé? Alors c'est un roman encore tout à fait différent, mais pour le moment je ne dirai rien. Je laisse la surprise là. Bon, on laisse la surprise. On reviendra vous voir quand il sortira. Absolument, vous serez je laisse la surprise, parce que si je donne le thème maintenant, c'est un peu trop tôt quand même, parce qu'il est loin quand même d'être encore bien construit. Bon, le thème du prochain livre, on a compris, vous ne le direz pas, donc on n'aura pas cette chance-là. Écoutez, le thème du prochain livre, c'est une énigme. On vient d'en parler. D'accord. C'est dans... Vous avez compris, je pense... D'accord, on vient d'en parler. Allez, je vous ai mis un petit peu... Je mets les lecteurs sur la voie, étant donné que je ne vais pas trop tarder à l'achever, donc on vient d'en parler. D'accord. Voilà. Bon, disons qu'il n'y a pas que les chômeurs qui ont des difficultés, les auteurs aussi. Voilà, je vous ai mis donc et c'est justement la question que je voulais vous poser pour conclure. Oui, tout à fait. Noyé dans le nombre incalculable de livres qui sortent, donc on a parlé des éditions, on va dire classiques qui sortent en papier, les livres qui sortent uniquement sur Internet. Comment faire pour un auteur comme vous, qui n'a pas forcément la renommée d'un Bernard Werber ou autre, comment faire pour justement se démarquer? Est-ce que c'est pas trop dur et est-ce qu'on a envie réellement? Ce n'est pas facile. Bon, moi je suis quand même, ce sont des livres des éditeurs classiques. Hein. Justement, des livres qui ne sortaient que sur Internet, je n'ai pas poursuivi les contrats. C'est-à-dire, c'est les livres de poésie. Pourquoi? Parce que la poésie est un genre très difficile à caser. Les éditeurs vous disent ça ne se vend pas dans les librairies. Alors il y a un problème avec ce genre littéraire actuellement. Peut-être que ça reviendra, mais je sais que pour ma part, pour caser de la poésie, c'est très difficile. Le roman est très difficile à caser, mais il est accepté par des éditeurs classiques. Donc aussi bien les éditions de la Lune que les éditions Durand-Perrol sont des éditeurs classiques. Ce n'est pas des éditeurs en ligne. Mais ce sont des petits éditeurs, effectivement. Et c'est vrai que pour un auteur, il est très difficile de se faire sa place. Mais je dirais que Internet est quand même un excellent outil. Qui permet quand même de diffuser l'information. Regardez, la preuve, c'est qu'on y arrive. Vous êtes là aujourd'hui. Il y a d'autres médias quand même. Je suis sollicitée par d'autres médias. Bon, il y a la Dépêche du Midi qui a fait pas mal d'articles, non seulement sur mes ouvrages, mais aussi sur mes interventions dans les maisons de retraite. On y arrive peu à peu. Peu à peu, mais Internet, heureusement qu'il y a Internet. Effectivement. Bon, et puis il y a mon parcours quand même qui aide aussi. Qui aide. J'ai quand même un parcours qui est quand même pas, qui a quand même son originalité, même s'il paraît parfois atypique, mais c'est ce qui attire justement. Donc il faut de la persévérance. Je vous ai dit, l'auteur, c'est comme quelqu'un qui recherche un emploi avec de la persévérance, d'endurance. Je pense qu'on peut y arriver.
Voilà. Et puis peut-être ne pas avoir, je sais pas, tout dépend du but qu'on se fixe aussi. Ouais. Si c'est pour communiquer, si c'est pour avoir certains lecteurs. Maintenant, si c'est pour devenir en faire son métier, gagner sa vie grâce à l'écriture, ça c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas avoir cette ambition pour réussir. Bon, enfin, dernière chose, j'en ai une toute petite dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année qui arrive là, on est à l'heure des vœux pour 2010, des résolutions aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2010? Sortir ce nouveau roman? Alors, oui, sur le roman. Alors, je vais vous dire, d'abord la santé. Oui. Voilà, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et ensuite, effectivement, la réussite de ce nouveau roman. Bon, mais merci encore Katia. Et c'est moi qui vous remercie. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci, c'est très gentil. Et puis merci de nous avoir accueillis. Et puis enfin, on se recontactera pour le troisième roman qui, on l'espère, sera aussi réussi que celui-ci. Merci. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était donc la rencontre avec Katia Hassen. On passe tout de suite au reportage de Vanessa Nourrisson sur les cantates sans filet. Une fois par mois, l'ensemble baroque de Toulouse donne rendez-vous aux amateurs de musique classique à l'église Saint-Exupère. C'est là que sont interprétées les cantates sans filet. Le principe est simple, convier le public à la seule et unique répétition d'une cantate de Bach qui est ensuite jouée dans la foulée. Depuis 2007, l'ensemble baroque a fait ce pari sur l'avenir, jouer sur 25 ans les 200 cantates de Bach. Michel Brun, chef de l'ensemble baroque, nous explique le déroulement des cantates sans filet. Alors une cantate sans filet, c'est un épisode assez long, puisque nous commençons à répéter vers 17h, la seule et unique répétition que nous ferons pour jouer la cantate après, à la fin de la répétition. Il est probable qu'à l'époque de Bach, c'était à peu près la même chose qui se passait, puisque Bach, pendant toute une partie de sa vie, a écrit une cantate par semaine, en plus de ses multiples autres fonctions. Et donc, il est avéré que la cantate était livrée très tard aux musiciens et aux chanteurs également dans son temps. Et donc, nous retrouvons avec ce procédé certainement quelque chose que connaissait Bach. À la fin de la répétition, nous faisons répéter le choral final de la cantate au public. Alors le choral final, c'est un court chant d'une minute environ, pour lequel le public a une partition et a une traduction phonétique du texte allemand, pour ceux qui ne parlent pas allemand. Et d'ailleurs, le public qui a pu également le télécharger sur le site de l'ensemble, pour ceux qui veulent le préparer, le répéter dans la semaine. J'essaye, en travaillant, de donner, disons, des pistes d'écoute qui vont servir en même temps aux musiciens qui découvrent la cantate et en même temps au public qui la découvre évidemment à plus forte raison. Et ce qui est, je crois, captivant pour le public, c'est lui qui me le dit, donc je pense que je peux le dire en son nom, c'est qu'il voit au fil de la répétition la progression du travail, l'approfondissement du travail et la cantate se monter petit à petit, se construire petit à petit. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez passionnant pour le public. Ce que je me suis dit en lançant ce projet, c'est que si nous-mêmes et les musiciens de l'ensemble baroque de Toulouse n'étions plus en situation, en état, en possibilité, tout simplement peut-être plus en vie, pour terminer ce projet de cantate, et ben mon grand espoir, c'est qu'évidemment, il y ait une jeune génération qui prenne le relais
et qui soit à même de terminer ce que nous avons commencé. La prochaine cantate aura lieu le dimanche 7 février à 17 h à l'église Saint-Exupère. Voilà, c'était donc Les Jardins de la Culture. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.